Le débat sur la motion de censure déposée par les groupes fédérés et communistes s'est déroulé devant un public nombreux et un hémicycle abondamment garni. Au banc du gouvernement, M. Pompidou était entouré de 7 ministres, dont M. Jeannet, ministre des Affaires sociales, et Edgar Faure, ministre de l'Agriculture. La discussion s'achèvera cette nuit. La censure ne semble pas devoir recueillir les 244 voix nécessaires à son adoption. La discussion a surtout porté sur la politique et sociale et un grand nombre des arguments entendus seront repris au cours de la discussion budgétaire qui commencera demain. Voici quelques extraits des séances de ce matin et de cet après-midi, séances successivement présidées par M. Chaban-Delmas et Antonius. Cette motion de censure, mesdames et messieurs, signifie que ceux qui la posent prennent la responsabilité d'affirmer leur capacité de gouverner. On dit « vous êtes divisés ». Vous n'avez pas les mêmes positions sur tous les points. Considérez le chemin parcouru et les positions communes sur tant d'autres points capitaux, notamment dans le domaine économique et social qui nous occupe aujourd'hui. Considérez, au demeurant, qu'il fut un temps, dans un passé après tout assez récent, où l'actuelle majorité a fondé son régime sur un programme commun d'une curieuse sorte, avec ceux qu'elle devait abandonner peu après sur le bas de la route. Nous préférons, nous, examiner les problèmes d'une plateforme, oui, d'une plateforme politique, avec sérieux, avec approfondissement, en voulant apporter une réponse à l'interrogation des Français qui ont besoin, en effet, qu'une majorité succède à l'autre. La motion de censure d'aujourd'hui constitue donc un contrat avec la masse des citoyens qui se refusent à choisir entre un système et une politique qu'ils condamnent et l'absence de politique. Cette politique, la Fédération de la gauche démocrate et socialiste, l'a déjà affirmée, est prête à l'assumer. Il faut bien qu'on le sache, que nous croyons dans la démocratie politique et nous voulons la garantir. Nous croyons dans la démocratie économique et nous voulons la réussir. Nous croyons dans la démocratie sociale et nous voulons la conquérir. Mais quelle est la réalité d'aujourd'hui? Quels sont les problèmes et quelles sont les approches? Ils s'appellent le chômage, le démantèlement de la sécurité sociale, l'écrasement des salariés, la crise agricole, la récession économique, l'inadaptation de l'Europe, qui peut dès lors, mesdames et messieurs, hésiter à condamner le gouvernement problème par problème et sur l'ensemble des problèmes, et donc à voter la motion de censure. La parole est à M. Ballanger. L'État actuellement, grâce à vos bons soins, à la dévotion des puissances d'argent, doit passer entre les mains des représentants des forces démocratiques, porteurs des intérêts de l'immense majorité de la nation. C'est pourquoi nous luttons pour l'avènement d'une démocratie véritable, pour le rassemblement de toute la gauche sur un programme de progrès social et de paix. Au lieu de freiner le développement des forces productives, comme vous le faites, il faut assurer le plein emploi de l'appareil de production, hommes et machines, et utiliser le progrès technique et l'augmentation de la productivité pour assurer l'expansion économique. L'expansion économique doit profiter à l'ensemble des travailleurs au lieu d'assurer des super profits aux grandes sociétés. L'histoire s'inquiète. On en est encore au stade de la critique, des coups d'épingle, du double jeu, des irritations mal cachées, mais ce n'est qu'un début qui vous promet, Monsieur le Premier ministre, des jours difficiles. Quand une affaire est au bord de la faillite, les associés se disputent, c'est ce qui se passe dans votre majorité. Nous regardons tout cela avec intérêt, certes, mais aucun de vos associés, avoué ou non, ne peut espérer se blanchir par un semblant d'opposition bien tardive. Le changement que veulent les Français, c'est un changement bien réel, et non pas seulement de forme. Au pouvoir personnel, ils veulent substituer un gouvernement démocratique, un gouvernement de gauche, repoussant toute compromission envers la réaction d'où qu'elle vienne. La parole est à M. Fanton. Dans le monde d'aujourd'hui, il n'est plus possible de distinguer la politique étrangère de la politique intérieure, la politique économique de la politique sociale. Des choix qui sont faits dans certains domaines succèdent les choix
et les décisions qui doivent être prises dans d'autres. Le progrès social ne peut durablement exister s'il n'existe pas de politique de développement économique et d'équilibre financier. L'expansion économique est inséparable d'une politique étrangère indépendante. On a pu dire que le XIXe siècle avait été celui de la colonisation politique. Peut-on ignorer que le XXe siècle est celui de la colonisation économique? Eh bien, cette indépendance, cette politique étrangère indépendante, elle ne peut pas non plus exister si l'on ne poursuit pas en même temps la recherche permanente d'une politique de paix. Tous les hommes affirment vouloir la paix. Peu nombreux, en définitive, sont les hommes d'État qui acceptent les conséquences de cette volonté. Dans ce domaine, d'ailleurs, semble-t-il, peu de Français contestent l'effort et la volonté du gouvernement et du président de la République. Si personne n'accepte, au moins publiquement, de renoncer à l'indépendance, trop nombreux sont ceux qui s'accommodent en fait des délices et des facilités de la soumission. Renoncer en fait à l'indépendance politique signifie à terme renoncer à l'indépendance économique. Sans indépendance économique, il n'est point de progrès social. Tel est le sens de la politique de la majorité. Tels sont les engagements qui ont été pris devant le pays il y a seulement 6 mois. Tout à l'heure, on nous disait que le pays, que la majorité n'était plus avec le gouvernement et que nous n'avions plus le soutien de la majorité du peuple français. Je le dis, eh bien nous l'allons voir. Ceux qui veulent prendre cette responsabilité peuvent la prendre facilement aujourd'hui. Chacun sait bien que le vote de la motion de censure signifie la crise ministérielle et chacun sait bien aussi que la crise ministérielle signifie la dissolution. Nous avons été élus sur un certain nombre d'objectifs que je viens d'énumérer, qui sont le maintien de la paix, une politique indépendante et une politique de progrès. Ce sont des objectifs ambitieux, difficiles, mais exaltants. Il appartient maintenant à l'Assemblée nationale de faire son choix. Et je voudrais, en terminant, m'adresser à ceux de nos collègues qui n'ont pas été élus sur ces objectifs, qui ne sont pas, par conséquent, qui n'appartiennent pas à la majorité, j'allais dire constitutionnelle. Je voudrais m'adresser à eux en leur disant « Vous n'êtes pas non plus des inconditionnels de l'opposition. Or, croyez-vous un instant que la fin de ce régime à laquelle aspirent les hommes de la gauche dite unie pourrait résoudre magiquement les problèmes? Ne croyez-vous pas qu'au contraire, en prenant cette direction, on irait vers des difficultés grandissantes? Ne croyez-vous pas qu'au moment où la France se présente devant des échéances difficiles, il est de la nécessité de tous de s'unir, non pas derrière le gouvernement, mais pour mener une politique qui nous permette d'être jugés? La dissolution ne nous effraie pas. Nous voulons une opposition moderne et constructive. Nous voulons que le Parlement puisse discuter et modifier les ordonnances. Nous avons proposé une procédure précise, efficace. Oui ou non, Monsieur le Premier ministre, l'acceptez-vous? Oui ou non? Ce n'est pas une question juridique, personne ne s'y trompera. C'est une question politique et de grande importance. C'est en fait une dernière chance de discussion. Si votre réponse n'est pas satisfaisante, ce sera la confirmation que le régime n'est pas capable de suivre les règles qu'il s'est lui-même données. Et nous serions alors nombreux dans cette Assemblée et dans le pays d'agir en conséquence. La parole est à Monsieur Giscard d'Estaing. Nous avons pris connaissance, les uns et les autres, du travail accompli par le gouvernement pendant l'été. Et ce travail appelle de notre part 4 observations. La première, c'est que l'essentiel de ce qui a été fait pouvait sans doute l'être par la voie législative ordinaire. Ma deuxième observation, c'est que l'ensemble du travail accompli représente sur de nombreux points du bon travail et parfois même de l'excellent travail. La troisième observation, c'est qu'une très grande partie de la matière traitée par les ordonnances a en fait un caractère réglementaire et donc il ne se pose pas à son sujet de problème de ratification.
La dernière observation, c'est qu'il y a dans les ordonnances une matière législative proprement dite. Ces dispositions législatives doivent être ratifiées, mais cette ratification doit être soigneusement préparée. À plusieurs reprises, Monsieur le Premier ministre, vous vous êtes prononcé en faveur d'une organisation du travail de la majorité. Je vous la propose. Pourquoi ne pas confier au bureau des deux groupes de la majorité, complété le cas échéant par les représentants de ceux qui, dans ce débat, déclareraient sans équivoque vouloir s'associer à ce travail, le soin d'établir en commun la liste des améliorations à apporter au texte législatif. Ces améliorations, après avoir été examinées par le gouvernement, feraient l'objet d'un projet spécial déposé par lui au cours de la session de printemps et voté par la majorité. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Une autre conception de ce débat, dont, après tout, de son issue dépend la stabilité gouvernementale, je tâcherai donc de l'élargir et, si je puis même, de l'élever en développant les données générales de la politique économique et sociale du gouvernement et comment son action présente s'insère dans cet ensemble. Nous nous trouvions donc devant la nécessité d'accepter la compétition internationale sans en avoir les moyens et, par conséquent, d'entreprendre simultanément et sans retard la rénovation de notre industrie et de notre agriculture. Cette double exigence conditionnait aussi bien l'avenir de la France en tant que nation indépendante que l'avenir de notre jeunesse et la possibilité de lui assurer un niveau de vie et d'activité convenable. De plus, et pour y satisfaire, il fallait au préalable doter la France d'une monnaie stable et des équipements de base modernes. D'autre part, pour nous, qui ne considérons la prospérité économique que comme un moyen d'améliorer les conditions de vie des hommes et de les libérer des servitudes élémentaires, il était primordial de ne pas sacrifier une ou deux générations à la réalisation d'une économie d'abondance. Cela voulait dire qu'il fallait atténuer pour les professions et les régions menacées par l'évolution les effets de cette évolution et leur permettre de s'adapter dans les meilleures conditions possibles au changement le plus profond qu'ait jamais connu aucune société. Nous avons trop appris. Les souffrances dont a été payée la première révolution industrielle au XIXe siècle en Occident pour imaginer même qu'on puisse tolérer leur renouvellement. Voilà, mesdames et messieurs, les données générales, à partir desquelles a été et devait être conçue la politique des gouvernements de la Ve République, dont l'action allait s'exercer dans trois directions: s'ouvrir à la compétition internationale, adapter nos structures en vue de cette compétition et réaliser cette double transformation en mettant au premier plan les préoccupations humaines et sociales. Le Premier ministre devait longuement développer ces 3 points, citant un grand nombre de chiffres à l'appui de sa démonstration. M. Pompidou devait ensuite conclure que tout soit loin d'être parfait, que tout ne puisse être réalisé d'un seul coup, qu'il y ait encore des taches d'ombre, je n'en disconviens pas. Mais que propose-t-on à la place? Rien. À vrai dire, s'il n'y a pas de programme commun de la gauche unie, il y a un parti qui, lui, a un programme. Et il ajouta: